Ok, excusez-moi. Bon, je m'appelle Ezyadim Daniel Azoubike, je suis le président du club cybersécurité. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième session du webinaire au thème de la cybercryptographie dans le cadre de notre activité Cyber Challenge. Donc, je vais laisser la parole à Moustapha Ndiaye, membre de la commission pédagogique, de vous présenter l'activité et une petite description de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Merci de prendre la parole, Moustapha. Oui, merci Daniel. Bonsoir, M. Gay. Bonsoir, chers camarades, disons. Je m'appelle Moustapha Ndiaye, membre de la commission pédagogique. Donc, je suis étudiant en CIMAC de la formation continue. Donc, sans plus tarder, avant même, pour faire ma brève présentation, donc je suis étudiant en CIMAC, donc de la formation continue. J'ai eu à élaborer certaines épreuves de l'activité de Cyber Challenge, notamment quelques épreuves de la cryptographie. Donc, pour mon profil, disons que c'est un peu varié. Parce que j'ai certaines compétences en Linux, en programmation, surtout en langage Python. Donc, j'évolue un peu aussi dans le domaine du forensique et un peu de hacking. Maintenant, pour ce qui est de la commission pédagogique, donc aujourd'hui, je représente cette commission qui fait partie des différentes commissions du club de cybersécurité. Donc, notre rôle, c'est de définir les orientations pédagogiques du club, d'animer des formations, mais aussi de soutenir les membres du club dans leur développement. Donc, que ce soit, disons, sur l'aspect pédagogique, social et tout ce qui va avec. Maintenant, nos objectifs, c'est de développer les compétences des étudiants en cybersécurité, favoriser le partage des connaissances, mais aussi promouvoir la culture de la cybersécurité. Donc, pour ce qui est de nos activités, nous organisons des réunions de façon régulière. Nous présentons des contenus de formation adaptés aux étudiants, mais parfois aussi nous collaborons avec des experts dans le domaine. Donc, s'il y a aussi des outils pédagogiques en ligne et des évaluations ou bien des améliorations de formation aussi, nous les dispensons. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, pour les avantages de nous suivre, donc, nous garantissons la qualité parce que nous tirons nos informations de sources. Et aussi, nous vous aidons donc, au développement de vos compétences. Et dans ça, il y a des opportunités de réseautage, mais aussi une contribution à la communauté. Donc, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue donc, dans ce club et dans ce mythe. Merci. D'accord, merci beaucoup Moustapha. Et Monsieur Gay, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci. Les étudiants, chez participants aussi, si vous avez des questions au cours de cette session, bien, merci de noter ça quelque part. Donc, à la fin de l'animation, vous pouvez poser l'ensemble de vos questions. Et Monsieur Gay sera là avec nous pour prendre en charge l'ensemble des questions et nous aider en fait dans ce webinaire. Merci, monsieur. Ok, alors merci à tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez me lâcher un pouce pour me dire que c'est ok pour tout le monde d'abord. Pour voir est-ce que les gens sont en train de suivre ou ils sont en train de dormir. Good job. Ok, donc voilà, les gens ils sont réveillés quoi. Cool. Ok, donc si je peux partager peut-être mon écran. Donc je vais partager mon écran.
Alors, moi, en fait, bon, déjà, merci de m'avoir fait confiance par rapport à cette thématique-là. Donc, moi qui m'intéresse beaucoup dans la mesure où, je sais pas, est-ce que vous voyez mon écran quand je change? Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur, j'ai reconnu la présence de monsieur Cheikh Gay. Je pense que c'est lui qui a enlevé la main. Monsieur, vous êtes là avec nous? Ah oui, bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Alors, j'espère que ça se passe bien. Oui. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous vous présenter un peu? Bon, c'est pas grave, je peux laisser à mon collègue Dr Gay de faire la présentation. Après, à la fin, peut-être je vais intervenir par rapport à ça. Mais quand même, je magnifie l'idée de mettre vraiment ce genre de webinaire. Ça va permettre aux jeunes de s'activer et de comprendre un peu la réalité du métier. Et surtout, partager ces genres de plateformes avec des experts qui s'y connaissent très bien. D'ailleurs, M. Gay, il est dans ça depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est un amoureux du métier, quoi. Donc, peut-être ces genres de forums ou de rencontres virtuelles, de partage de connaissances, ça va aider les jeunes d'aujourd'hui de pouvoir effectivement de mieux connaître ce qu'ils attendent d'eux, quoi. Ça, c'est déjà quelque chose de bien, quoi. Cool. Alors, déjà, je salue mon frère Master. Donc, je veux dire, c'est un vrai Master. Hein. Donc, alors, machallah, en fait, déjà, c'est juste super que tu puisses accompagner les jeunes dans ce type d'événement-là. Votre présence, je pense, en fait, va les rassurer pour qu'ils puissent savoir au moins qu'en fait, ils font quelque chose d'important. Alors, c'est vraiment beau de voir des jeunes un samedi à 21h30 qui se disent que non, nous, on ne va pas aller danser, on ne va pas aller à la plage, mais on va rester là et essayer d'avoir un peu de connaissances, même si c'est peu. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien, quoi. Bon, je dis pas qu'en fait, je dis pas de ne pas aller à la plage, hein. Donc, vous êtes jeune, vous devez profiter de votre truc. Mais quand même, ce sacrifice que vous faites là, ça me touche énormément. Et c'est un truc qui me dit que non, moi, je suis sorti avec les gosses tout à l'heure, hein. Donc, je les ai amenés à la plage pour manger de la glace et trucs. Je me suis dit, il faut que je rentre tôt pour me connecter parce que les gosses là, quand même, ils m'ont lancé un challenge. Et cher, c'est vraiment en fait un plaisir de te rencontrer encore dans ce webinaire. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. Donc, sachant que si je fais des bêtises, il va me tirer les oreilles. Hein, les gars? Donc, souhaitez-moi bonne chance. Ok, donc sans plus tarder, on va peut-être entrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai entendu une personne tout à l'heure parler de Mame Diarra. Mame Diarra, quand elle s'est présentée, elle a dit mathématiques. Mame Diarra, est-ce que tu peux me donner encore l'intitulé de ta filière? Mathématiques et informatique de la cybersécurité. Good job. Mathématiques et informatique de la cybersécurité. Alors, comme on va faire de la crypto, donc je ne vais pas trop me présenter sur les bases mathématiques. Mais il faut juste savoir une chose. La cryptographie, d'abord, c'est des mathématiques avant tout. Donc, ce sont des outils mathématiques que l'on utilise en général pour garantir la confidentialité. Donc, l'une des bribes de la cybersécurité. D'accord? Donc, dans ces éléments-là, il y a d'abord l'arithmétique. Donc, l'arithmétique appliquée à la cryptographie, donc, en fait, c'est juste l'arithmétique, surtout avec les nombres premiers. Vous allez voir qu'en fait, l'un des cryptosystèmes les plus utilisés dans le monde, qui est RSA, utilise en fait l'arithmétique pour les clés privées, les clés primaires. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet après. Donc, il y a tout un cours que j'ai fait. J'ai fait un cours d'outils maths qui n'utilise que les outils maths pour la cryptographie. Bon, on appelle ça cryptographie théorique, hein. Donc, là-bas, on utilise les nombres premiers, l'algorithme de Euclide, les coefficients de Bézout, pour dire aussi comment ça se passe, le calcul modulaire et le petit théorème de Fermat. Donc, entre autres. Et pour cela, en fait, il faut juste savoir comment diviser et comment récupérer, en fait, le reste d'une division. D'accord? Donc, ça, je le laisse de côté. Juste après, on va voir. Donc, il y a l'arithmétique. Il y a aussi, bon, le théorème de Bézout, ça, j'en ai parlé. Il y a en fait les nombres premiers, donc qui nous permettent qui nous ont permis de créer le cryptosystème RSA. Et il y a aussi le calcul de congruence. La congruence, c'est quoi? C'est juste récupérer le reste de la division euclidienne d'un nombre par un autre. Donc, voici au moins 4 outils. Donc, je pense qu'il y en a plus de 4 qui sont les plus utilisés quand même pour les outils maths. L'intitulé de Mame Diarra, ça m'a
bon, ça m'a permis de faire un petit clin d'œil à tous ces outils-là qu'on utilise au niveau de la cryptographie. Donc, les nombres premiers, les algorithmes de crédit, les coefficients de Bézout, les calculs modulaires et le petit théorème de Fermat. Alors, j'aime à dire que vous avez choisi en fait un thème qui a donné naissance à l'informatique. D'accord? Alors, en général, quand je fais ce type de cours-là, la première des choses que j'ai fait, en fait, j'ai fait un sommaire sur les différents éléments. Donc, il y a d'abord un petit vocabulaire. Donc, normalement, il y a au moins 5 TP qu'on aurait pu faire, mais là, le temps peut-être ne va pas nous permettre de faire ça. Mais au moins, on pourra parler un peu du vocabulaire. Sachez que la cryptographie, c'est la science qui a donné naissance à l'informatique. Donc, on va me dire, mais comment? Le premier système automatique qui a essayé de déchiffrer la machine El-Gamal a été créé par Lennon. J'oublie parfois le nom. Ça va revenir. Donc, la personne qui a essayé de craquer en fait, la machine El-Gamal, qui était la machine qui utilisait les Allemands pour pouvoir crypter en fait, leur communication, cette personne-là, elle a essayé de, grâce à des transformateurs, de faire en fait, un outil automatique pour faire un déchiffrement par force brute. Et ce premier outil-là, cette première machine-là, c'est le premier traiteur automatique d'information et on considère que c'est le premier ordinateur. D'accord? La première tentative. Et c'est de cette recherche-là qu'est né en fait les processeurs, bien sûr quelques années après. Mais la première machine automatique à traiter en fait une information, c'est carrément une machine pour craquer en fait un système de cryptographie. Alors il y a un excellent en fait film sur ça qu'on appelle Inimitable, Imitation Game. Je pense en français Inimitable, qui retrace carrément la vie de John Lennon. Et vous allez voir quand même, en fait, l'histoire en fait, des premiers cryptographes. Vous allez voir qu'en fait, c'était un travail qui était en partie fait que par des mathématiciens, mais qui ont rejoint l'armée. D'accord? Donc, c'est un film que je vous préconise vraiment. Vous pouvez m'arrêter à tout bout de champ et poser vos questions, parce que c'est un webinaire aussi, c'est pas un masterclass, c'est pour ça que les TP, en fait, on les zappe. Maintenant, quand on parle de cryptographie, quand même, il y a un petit vocabulaire qu'on se doit d'avoir. Donc, d'abord, c'est quoi une information? Donc, une information, c'est un élément de connaissance, donc texte, son, image, vidéo, entre autres. Donc, l'objectif ici, c'est de traiter ou de manipuler une information. Lire, écrire, modifier, effacer, faire les informations, stocker, ainsi de suite. Chaque fois qu'on a une information, pour qu'il puisse y avoir en fait, une communication sur cette information-là, il doit y avoir ce qu'on appelle un canal de communication. Via ce canal-là, c'est là où on pourra transmettre l'information, que ce soit un canal en mode filaire, en mode Bluetooth, ainsi de suite. Mais en fait, il y a un canal qui nous permet quand même de transmettre l'information. Et en fait, on en vient aux entités. Les entités, ce sont les personnes ou bien les machines émetteurs-récepteurs qui vont essayer de se balancer, de transférer l'information, d'échanger les informations. D'accord? Et enfin, on va parler d'un schéma de communication. Donc, alors, un schéma de communication, déjà, c'est un schéma qui va nous permettre de faire, en fait, d'établir une communication. Le schéma-là, ça sert tout simplement d'échanger les informations entre deux entités qui sont distantes. À chaque fois que vous allez faire, en fait, que vous êtes dans un schéma de communication, il y a à chaque fois l'émetteur, il y a le récepteur, il y a le canal de communication entre les deux. Alors, au niveau c'est d'avoir des informations sur le canal ou bien des perturbations, juste des ondes qui vont perturber le canal et malheureusement, l'information peut s'en retrouver, ne plus être intègre. Est-ce qu'on me suit jusque-là, les gars? Est-ce que c'est OK? Oui, excellent, prof. N'oubliez pas, les questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc, OK, super. Donc, canal de communication, canal sur ligne téléphonique, fil optique, système de communication sans fil. Et les messages aussi sur les formats qu'il existe en texte, son, image et vidéo. D'accord? Donc, grosso modo, un peu voici ce qu'on peut avoir. Donc, habituellement, on va dire généralement, le canal connaît des perturbations.
Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, les perturbations sont des perturbations électroniques. Et c'est ça qui a donné naissance à, en fait, des codes que l'on écrit pour pouvoir atteindre ces perturbations-là. C'est une science à part en ce moment, que l'on intègre carrément à la cryptographie, qu'on appelle la théorie des codes correcteurs d'erreur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Cette théorie-là, elle permet quand même de, soit, il y a même une manipulation au niveau du bit qui va nous permettre quand même d'avoir, de rectifier au fait le signal. D'accord? Il peut y avoir aussi des personnes tierces, on les appelle maintenant de manière générale hackers, alors qu'il y a plusieurs types d'hackers quand même, ce qui est assez dommage. Ce sont les black hats qui vont essayer de compromettre la communication ou d'essayer au moins d'avoir des éléments d'information à travers un canal. Des éléments d'information qui ne leur est pas forcément destinés. D'accord? D'accord. Alors, on a parlé ici de code, on a parlé de code de compromission, de code correcteur d'erreur et de code secret. Donc, tous ces éléments-là, bon, on les intègre dans la théorie des codes. Hein. Donc, quand vous allez faire la théorie des codes, vous allez voir c'était un type de code. Alors, donc, code de compression, donc c'est un code qui va permettre au niveau d'une communication de mettre en fait une séquence de signal dans en fait un format qui minimise la longueur de la séquence. Donc, c'est pour ça que vous voyez par exemple les fichiers zip. Les fichiers zip là, ce sont des fichiers de fichiers, c'est un format de fichiers qui sont sous format plusieurs textes, vidéos ou sons, mais qu'on va compresser pour diminuer un peu la taille. C'est ça qu'on appelle les codes de compression. Les codes correcteurs d'erreur, j'en ai déjà parlé, ce sont des codes qui vont permettre de détecter en fait une erreur, il y a un signal, et de pouvoir une erreur ou bien une altération, hein, donc au niveau du signal, et il va essayer de détecter et de corriger l'erreur là. Donc, ce sont les codes correcteurs d'erreur. Et enfin, les codes secrets, donc ça, vous en parlez un peu. Donc, c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, les codes secrets sont les codes en général qui permettent d'assurer en fait, la confidentialité. Donc, dans un premier temps, quand on parle de code secret, on parlait de cryptographie. D'accord? Donc, grosso modo, alors, sur bon, c'est un cours que je donne en général. Donc, quand on parle de cryptographie, nous, en fait, c'est comme si on s'intéressait au code secret. Donc, la formation de base pour assurer les codes secrets, c'est la cryptographie. Donc, la cryptographie aussi, c'est un environnement, en fait, c'est une théorie, c'est en fait une méthodologie, c'est une science qui est très vaste. Donc, c'est une science qui s'est développée aussi très vite, dans un premier temps pour le monde de l'armée, et ensuite, on a intégré ça au niveau du monde civil. Avec l'arrivée de l'Internet, en fait, ça a créé carrément un boom par rapport à différentes choses. Donc, on va juste essayer de donner quelques parties où on applique la cryptographie. Donc, quand on dit cryptographie, ça assure la confidentialité, l'anonymat et l'authenticité. Donc, par exemple, au niveau de l'Internet, quand même, quand on va faire, par exemple, un paiement bancaire, c'est bien de pouvoir chiffrer, en fait, la transaction qui va être faite. Ça, c'est bien. Alors, quand il s'agit, par exemple, d'une signature électronique aussi, mieux vaut pouvoir non seulement la crypter, mais assurer également la vérifiabilité, en fait, de cette signature-là. Donc, signature numérique, maintenant aussi, on le fait avec la cryptographie. Alors, on a vu le vote électronique qui a pris maintenant, en fait, surtout au niveau des États-Unis maintenant, qui est tout le temps utilisé. Donc, le vote électronique, il est assuré grâce à la cryptographie. Alors, le paiement par carte bancaire. Alors, quand vous avez un paiement par carte bancaire, en fait, vous allez voir qu'à chaque fois que vous avez une carte, il y a plusieurs types de codes qui sont, en fait, au niveau de cette carte-là. Alors, des éléments, des enfiligranes, en fait, des images, en fait, et une numérotation qui vont nous permettre de savoir est-ce que la carte, c'est la vraie carte? Est-ce qu'on a, en fait, du crédit dedans? Parce qu'en fait, il y a une clé qui est associée à une puce qui permet, par exemple, de savoir est-ce que en fait, de voir en clair, on va dire, en fait, ce qui est au niveau du compte et de faire des transactions encore chiffrées. D'accord? Alors, je rappelle que toutes les cartes bancaires qu'on est en train d'utiliser, ces cartes bancaires-là, utilisent le modèle RSA. Donc, un algorithme de cryptographie qui a été créé il y a longtemps avec Ravil, Shamir et Adelman, mais qui est toujours utilisé
Bon, un code, maintenant, peut-être sur laquelle on a augmenté en fait, la taille de la clé, mais pour rester toujours sur quelque chose de sûr. D'accord? Alors, les décodeurs, maintenant, bon, je pense que tout le monde a déjà entendu parler des décodeurs, parce que ici, en fait, c'est pour vérifier l'abonnement. Le fait de, par exemple, de bloquer la transmission, sauf si, par exemple, la personne a la clé, a une clé, on va dire, et la mise à jour de l'abonnement, donc les décodeurs. Donc, les porte-monnaies électroniques et j'en passe. Vraiment, en fait, il y a beaucoup d'exemples. Je ne sais pas si je pourrais passer sur le truc là. Alors, bon, pour les prérequis là, je vais pas parce que je ne veux pas que vous preniez peur quand même. Mais sachez que il y a des niveaux, quoi. Par exemple, il y a des personnes sur lesquelles il faut qu'ils aient les notions de groupe, anneau et corps pour pouvoir faire certaines choses. Mais ça, je dis, c'est carrément en master 2. Et c'est par rapport à des domaines qui sont très précis. L'arithmétique, si vous voulez faire en fait, de la cryptographie, poussez, vous devez faire de l'arithmétique. Les résultats quadratiques, encore, c'est à un niveau très haut. Mais pour le moment, ce qui vous intéresse pour un premier palier, au moins, vous devez avoir des notions en algorithmique, des notions élémentaires en réseau, des notions élémentaires en bon, même probabilité, en fait, peut-être encore théorie des correcteurs d'erreur. Mais juste ce qui est sûr, vous devez être bien en logique, en arithmétique, en notion d'algorithmique, surtout en notion de complexité. Et le reste, ça va venir. Et je parle de cryptographie théorique. Ensuite, ce qui vient, forcément, parce que qui dit théorie dit pratique, vous allez avoir des algorithmes qui vont être définis. Il faut pouvoir avoir, en fait, un langage qui est très puissant, qui vous permet de mettre à jour. Moi, je vous propose, parce que je suis amoureux de Python, je vous propose Python. Parce qu'en ce moment, c'est l'un des langages les plus utilisés au monde et c'est un langage qui est très facile pour pouvoir mettre en œuvre en fait, les algorithmes cryptographiques. Est-ce que c'est OK jusque-là? C'est bon, les gars? Allô, allô? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon, vous pouvez continuer. C'est bon, hein? Oui. Bon, s'il y a des questions aussi, je peux faire une pause hein, et répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a des exigences? Est-ce qu'il y a des attentes par rapport à ce que... Par exemple, quand vous avez entendu parler du web binaire, vous vous attendez à avoir quoi, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient qu'on discute d'un sujet en particulier? On va noter ça quelque part et on va avancer pour voir après si on peut toucher à ce bout de thème-là. C'est bon? Donc, tout ce que je dis, ça vous intéresse, même si je raconte des bobards, ou bien? C'est ça? Moi, je pense que les gens là, ils sont en train de dormir, quoi. C'est sûr qu'ils ne sont pas là. Ah, je vois des pouces, il y en a qui sont réveillés. Mais il y en a qui sont en train de dormir, quoi. OK. Bon, j'essaie de taquiner, mais personne ne répond. Ça veut dire que les gens, ils dorment. OK, je vois les pouces. C'est OK, d'accord. C'est bon. Oui. OK, Mistal dit que c'est bon. OK, d'accord. Ben, laissez-moi dans mes délires, alors continuez de raconter du n'importe quoi. OK, donc on va juste essayer de faire une petite introduction, de parler de cryptosystèmes et de fonctions de sécurité et de primitives cryptographiques. On va parler de notions de cryptanalyse et de modèles de sécurité. Vraiment, si on a le temps. D'accord. Donc, tout à l'heure, on en parlait un peu. Donc, la cryptographie, c'est une science qui date de longtemps. Depuis que l'humain a commencé à écrire, quand même, c'est en fait des éléments qui ont été utilisés. Donc, alors, mais les traces les plus anciennes, quand même, sont au temps de l'Égypte. Donc, 4000 ans avant JC, avec l'Égypte pharaonique, avec les hiéroglyphes. Donc, on s'est rendu compte que certains hiéroglyphes ne signifiaient pas forcément l'écriture conventionnelle qu'on en connaît. C'était des codes secrets. Et seulement les érudits pouvaient lire ça. Donc, ça, c'est une manière de crypter les éléments. Jusqu'à l'époque présente, donc, la cryptographie, bon, elle était du domaine militaire, quoi qu'on puisse dire. Maintenant, ensuite, c'est après l'avènement de Alan Turing. Voilà, Alan Turing, je pense que j'avais dit ça. Hein.
Donc, la manière énigma, donc, la cryptographie, je crois que j'ai des messages bizarrement sur WhatsApp. Donc, sans la cryptographie, en fait, sans la cryptanalyse, on va dire même, la machine Enigma n'aurait jamais pu être craquée par Alan Turing et son équipe. Bon, il faut dire que ce n'était pas lui seul. Hein. Donc, il serait impossible de savoir, parce qu'en fait, Alan Turing, et c'est important de le renommer, par exemple, parce que c'était un mathématicien physicien de renommée, on va dire, qui a été un peu entaché parce que, bon, donc on disait qu'il était gay. Heureusement, l'histoire a montré que c'était faux. Et il a même eu la médaille Fields, malheureusement, après sa mort, avec la reine d'Angleterre, la reine qui lui a donné. Alan Turing avait intercepté, en fait, il interceptait chaque fois les messages, parce que les messages étaient en mode radio, hein, donc tout le monde, Telegram et radio. Donc, du coup, les gens pouvaient intercepter, par exemple, parfois, en fait, des messages. Mais en fait, les signaux qu'on avait n'étaient pas forcément, en fait, compréhensibles. Ils avaient le message, mais ils ne pouvaient pas savoir ce que c'est que le message. Donc, Alan Turing, ce qu'il a fait, et donc, il a créé, en fait, une machine qui pouvait automatiquement faire, en fait, un décryptage du message. Et le jour où ils ont reçu, parce que la bêtise avec la machine Enigma, c'est que tous les messages qui passaient par Alan Turing étaient signés de la même façon, Heil Hitler à la fin. Il ne s'est pas cassé la tête. Il a pris le Heil Hitler là à chaque fois et il a essayé de trouver la clé qui permettait, à partir des messages chiffrés, de trouver le Heil Hitler là. Donc, du coup, le jour où il a trouvé la bonne clé pour déchiffrer les messages là, malheureusement, il y a eu en fait un contingent en fait marine, je pense, qui devait prendre en fait des gens qui devaient transporter des Américains, je pense, donc des Anglais, qui devaient transporter des Anglais, en fait des réfugiés. Et le jour-là, l'une des personnes qui était dans l'équipe avait son frère qui était dans l'un des bateaux qu'on devait attaquer. Parce que dans le message qui a été déchiffré, ils ont dit qu'en fait, carrément, il y avait en fait, des personnes qui devaient, par exemple, en fait, il y avait des bateaux qu'on devait intercepter. Ils n'ont pas réagi par rapport à ça, parce que sinon, s'ils réagissaient, ils savaient qu'on pouvait changer la clé, et ils ont sacrifié, on va dire, en fait, les personnes qui étaient dans les bateaux-là. Mais ce sacrifice-là leur a permis de guider les personnes qui devaient venir des États-Unis pour faire le débarquement. Donc, le débarquement a eu lieu sur une plage où il n'y avait pas forcément en fait, un risque par rapport aux alliés qui devaient venir faire le renfort. Et c'est ça qui a permis quand même de gagner la guerre. Donc, on clôt la partie histoire. Donc la cryptographie, elle s'occupe principalement des problèmes de confidentialité. Donc, même s'il y a des techniques et des protocoles d'authentification, entre autres. Donc, la première chose pour laquelle on avait créé la cryptographie, c'était pour la confidentialité. Et maintenant, vous allez voir qu'on peut utiliser ça au niveau des signatures, au niveau d'autres types de protocoles pour l'authentification et autres. Donc, alors, il faut savoir que tous les protocoles inventés dans les années 70 ont été craqués parce que chaque fois, il y avait, en fait, c'était fait de manière, on va dire, artisanale. Et j'aime bien parler du cryptosystème de César, qu'on peut craquer juste en faisant, en fait, une petite boucle, par exemple. D'accord? Alors, on va juste peut-être passer un peu au niveau de l'introduction. Bon, sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, chaque fois qu'on a un outil mathématique, il utilise, en fait, chaque fois qu'on a un outil cryptographique, il utilise un outil mathématique, forcément. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure. Les outils maths dont on a besoin, les outils physiques dont on a besoin et les outils en informatique dont on a besoin. Donc, on a ici génie logiciel, donc réseau informatique, équipement informatique. Donc, maintenant, quand on fait de la crypto, il faut une partie système non négligeable. D'accord? Donc, voici un peu les prérequis qu'on va avoir pour aller vraiment loin. D'accord? Alors, sur le vocabulaire, on ne va plus parler d'algorithme. Je pense que vous savez tout ce que c'est qu'un algorithme. Donc, un algorithme, c'est une suite ordonnée d'instructions pour régler tout simplement une suite, une classe de problèmes. Alors, quand on a un algorithme déterministe, c'est un algorithme
qui peut, par exemple, en un temps donné, qui va sortir par rapport à la longueur de la chaîne donnée en entrée, en fait, qui va s'arrêter en un temps donné, une complexité donnée. Un algorithme probabiliste, donc c'est un algorithme qui va s'exécuter avec des séquences de calcul en suivant des règles de probabilité. D'accord? OK. Donc, un protocole, c'est juste un ensemble de règles. Donc, pour pouvoir, règles ou étapes qui nous permettent d'accomplir une tâche. En général, par exemple, aujourd'hui, je discute avec vous. On a lancé un protocole. Le protocole, c'est quoi? Pour que l'on puisse discuter entre nous, d'abord, il faut que vous vous connectez sur le lien. Ça, c'est une règle. La deuxième chose, la première, c'est qu'il faut que vous ayez une machine. La deuxième, il faut que vous ayez Internet. La troisième, il faut que vous appuyez sur le lien. La quatrième, il faut que vous compreniez français. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas respecté l'une de ces règles-là ne pourront pas suivre ce webinaire-là. Et on pourrait dire que ça, c'est notre protocole à nous. D'accord? Donc, on a parlé d'informations, de traitement, de manipulation d'informations, de canal de communication. Ça, c'est bon. Donc, les entités, ça aussi, je pense, on en a déjà parlé. Donc, chaque fois, on a un canal de communication. On a, en général, l'émetteur, on l'appelle Alice. Le récepteur, on l'appelle Bob. L'espion, on l'appelle Charlie le plus souvent. D'accord? Et le canal, c'est le canal de communication, simplement. Est-ce que c'est OK jusque-là? C'est bon? OK. Oui, c'est bon. Il y a quelques messages sur le chat aussi. Oui, on y va. Vas-y pour les questions. Peut-être quelqu'un peut gérer le chat. S'il y a une question, de me le dire. Comme ça, je pourrais répondre directement. Daniel, tu te laisses gérer le chat? Oui. Juste, c'est pas une question, mais juste que on vous demande après, parlez-nous des certificats SSL et RSA, s'il vous plaît. Ensuite, le deuxième disait que sans crypto-analyse, il y aura des victoires des alliés. Il n'y aura jamais, je n'ai pas bien compris la question, sans crypto-analyse, il y aura des victoires des alliés. Donc, je pense que lorsque vous parlez vous parlez concernant les histoires, donc, il y aurait... Je pense qu'il voulait dire que la victoire des alliés n'aurait jamais eu lieu, peut-être. Oui, peut-être, oui, exactement. OK, il y a Moustapha qui demande certificat RSA. Moustapha, est-ce qu'on ne va pas aller doucement, parce que venir parler de certificat, alors qu'il y a un préalable, est-ce qu'on ne va pas parler déjà de ce que c'est un cryptosystème? Et après, on va avancer au fur et à mesure. Je ne sais pas si Moustapha est là. S'il me permet de suivre la ligne directrice là pour ma stratégie pédagogique. Oui, je suis là. Non, tout à l'heure, vous avez dit que si on avait des questions concernant la cryptographie pour à la fin, pour que... D'accord, donc on va parler de ça. D'accord, c'est bien. C'est bien, Moustapha. Donc on va parler de ça. On va parler de SSL et on va parler de... Bon, on peut parler de protocole, hein. Donc SSL, déjà, c'est un protocole. D'accord? Mais on va voir que c'est un protocole de communication qui va permettre qui va chiffrer les informations qui passent via le canal de communication. OK. Alors, cryptographie, donc crypto vient de deux choses. Cryptus qui veut dire caché et graphien qui veut dire écriture. La cryptographie, c'est l'art de cacher le sens des écritures. Tout simplement. Donc, chiffrer un texte, c'est garantir sa confidentialité. Parce que la personne qui peut chiffrer, elle connaît le sens. La personne qui peut déchiffrer, elle peut connaître aussi le sens. Donc, on dirait que ce sont les deux entités qui ont quand même le pouvoir de pouvoir connaître le sens du texte. Maintenant, le texte qui est chiffré, lui, il est à la portée de tout le monde. Donc, parce qu'on a caché le sens. Alors, quand le message est caché au niveau d'une image, surtout, là, je pense qu'il manque. Hein, si le message même lui-même est caché, on parle de stéganographie. D'accord? Et là, en fait, c'est assez subtil. J'adore quand on fait, par exemple, des TP de traitement d'image. Les gens sont juste bluffés. On n'aura pas le temps de faire ça.
quand on cache en fait une petite écriture, même une image, on peut cacher une image dans une image, ce qui est assez cool. Alors, exemple 1, on a un premier algorithme. L'algorithme là, on a un message M qui dit mon premier cours de crypto. Et F, on a la transformation. N'oubliez pas, pour pouvoir cacher le sens d'un texte, il suffit tout simplement de le transformer. Alors, regardez la fonction F là, ce qu'elle fait. C'est très simple. La fonction F va écrire la phrase en majuscule partout. La fonction F va supprimer les espaces. Et la fonction S, elle va inverser le sens des éléments. Et vous avez F de M, quand on prend le message, F de M qui donne O, T, P, Y, un truc bizarre. Alors que si on refait le message contraire, la transformation contraire, on va retomber sur le message clair. Donc, le message clair, c'est mon premier cours de crypto. Le message chiffré, c'est-à-dire qui a été transformé par F, c'est O, T, P, Y, R, je ne sais pas quoi. Donc, F, c'est la fonction qui transforme un message clair vers un message chiffré. F-1, c'est la fonction qui va transformer un message chiffré vers un message clair. Tout simplement, F-1, c'est la fonction, c'est l'algorithme de déchiffrement. C'est l'inverse de la fonction de F, tout simplement. De telle sorte que, par exemple, si on chiffre et on déchiffre un même texte, on doit tomber sur le même texte. D'accord? Donc, si on connaît F, on peut chiffrer. Et donc, déchiffrer. Donc, parce qu'en fait, le F-1 là peut être calculé de manière très facile. On parle d'une fonction qui n'est pas, d'un algorithme qui n'est pas en fait robuste. J'ai une question. D'accord. J'ai une question. Tu peux m'aider un peu, Daniel, parce que je vois très mal. Je vois très mal. La question, c'est quoi? Bon, c'est Mika Sal qui disait webinaire très intéressant. Bonne continuation. Donc, je pense que Mika Sal, c'est une de nos étudiants en master qui est avec. Ouais. Ok, cool. Merci. Merci, Mika. Alors, donnez un exemple de chiffrement. Maintenant, je vous demande, vous, de donner un exemple de chiffrement. Quelqu'un va me donner un exemple de chiffrement? Oui. D'ailleurs, je vais mettre un peu avec le truc là. Oui, Cheikh, allez-y. Par exemple, on va faire correspondre les lettres avec des chiffres. C'est un chiffrement. En faisant soin de ne pas mettre les mêmes chiffres ou des lettres différentes, peut-être. C'est bon? Une personne peut proposer quelque chose? Alors, bon, on se fait timide. Hein? Donc, on va faire un deuxième exemple. Alors, on a toujours le même texte. Il y a aussi une suggestion, disait César. Oui, d'accord. Donc, on va y venir tout à l'heure. On va essayer d'en parler un peu. Alors, ici, on parle d'une deuxième manière de chiffrer. On dit, le message clair, c'est mon premier cours de crypto. M égale mon premier cours de crypto. Et GK, c'est la transformation. Alors, GK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer chaque lettre de K position vers la droite. D'accord? Et ça rappelle quelque chose, hein? Hein, les gars? Daniel, je pense que c'est toi qui as dit César, hein? César, hein? Donc, bon, là... Oui, Oui, le César, c'est Sénégal Screen. Sur le chat, ok, d'accord. César, donc je pense que c'est... C'est bon. Donc, ici, je voulais en fait expliquer d'abord comment marche l'algorithme et à la fin dire que cet algorithme-là, vous la connaissez, c'est l'algorithme de César. Mais bon, c'est pas grave, les gens, il y a des connaisseurs ici. Donc, on a une fonction qui va déplacer pour les positions des éléments de la droite, donc de K position. Quand on a A,
on va, par exemple, on va dire d'abord que K c'est égal à 3. On va déplacer de K position. Par exemple, M. M, N, O, P. Donc, quand on déplace de 3 positions, on tombe sur P pour M. D'accord? Alors, O, quand on déplace 3, O, P, Q, R. Donc, O va devenir R. Vous voyez un peu? Mon N, O, P, Q, N va devenir Q. Donc, chaque fois ici qu'on prend une lettre, on va tout simplement décaler cette lettre-là de 3 éléments. Et le premier truc qu'on a là, donc mon premier cours de crypto devient PQ, je ne sais pas, un truc bizarre comme ça, quand on lui applique un chiffrement, un décalage de 3. C'est bon? Alors là, il y a un petit problème parce que c'est pas bon. Hein? Quand j'ai M, que je fais un décalage de, c'est pas 3 ici, ça doit être 5 normalement. M, N, O, P, Q, R. Ça doit être, ici, c'est un décalage de 5 en bas. D'accord? Alors, ensuite, il y a O. Je fais 5. O, P, Q, R, S, T, U. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, il y a un problème ici. Hein. Le premier, il est bon, mais le deuxième, il n'est pas bon. D'accord? Donc, sachez qu'en fait, si on prend mon premier cours de crypto, quand on fait un décalage de 3, on tombe sur cette phrase-là, qui est bien bonne. Hein? Maintenant, quand on refait un décalage vers la gauche de 3, c'est G-1, on va retomber sur le même message normalement. D'accord? Donc, ici, la fonction de chiffrement qui est G, les déchiffrements sont paramétrés. Donc, c'est le paramètre, c'est le K. Une décalée de 3 doit être déchiffrée de la gauche vers la droite, de 3 aussi pour pouvoir déchiffrer. Ce paramètre-là, c'est ce qu'on appelle, en fait, quand on a en fait des cryptosystèmes, on appelle ça une clé de chiffrement. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la clé qui permet de chiffrer. Donc, si je connais le décalage de 3 pour aller vers la droite, je chiffre. Alors, de 3 aussi pour aller vers la gauche, je déchiffre. Et donc, du coup, j'ai ce qu'on appelle un système cryptographique à clé symétrique. Il y a la clé qui me permet, la clé, elle doit être secrète, hein, quoi qu'on puisse dire, les gars. C'est pour ça qu'on l'appelle clé. La clé qui me permet de chiffrer, c'est la même clé qui me permet de déchiffrer. Et donc, du coup, là, je tombe tout simplement sur un système cryptographique qu'on appelle système à clé symétrique. D'accord? Alors, dans ce cas précis-là, on parle de système mono-alphabétique. Pourquoi? Parce qu'on chiffre lettre par lettre. Et les gars, la bonne nouvelle, c'est que ce système de chiffrement-là, vous la connaissez, c'est le chiffrement de César. C'est un système qui date de très longtemps, qui est utilisé par César pour tout simplement en fait, transmettre les informations par rapport au truc, à ces généraux. Est-ce que c'est OK jusque-là? Donc, on est arrivé à expliquer le truc de la cryptographie. Oui, vas-y, Daniel. Une question qui disait, y a-t-il un moyen de toujours connaître la clé de cryptage? Comment? Et une deuxième question, il y a un moyen de toujours connaître la clé de cryptage? De toujours connaître? Amina Tafal. Oui. Et demande s'il y a un moyen de connaître la clé de cryptage. Il y a Hadidjatou Saint qui demande le message chiffré est toujours collé. Non, mais là, on est dans un exemple. Hein. C'est un exemple où on a collé, mais ce n'est pas forcément comme ça. Hein. Déjà, c'était juste un exemple très simple qu'on voulait vous donner pour vous permettre de pouvoir vous mettre en fait, dans le bain pour voir un peu ce qui se fait. D'accord? Alors, la deuxième chose, on m'a demandé la clé, en fait, je ne sais pas, la clé. Oui, il y a un moyen de connaître la clé. Si, l'objectif, c'est de ne pas connaître la clé. Hein. Donc, toi, quand tu crées un système cryptographique, c'est pour qu'on ne puisse pas retrouver la clé. Ta carte bancaire là, qui utilise RSA 1024, tu n'aimerais pas qu'une personne retrouve la clé. Donc, nous, en tant que professionnels de la cryptographie, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre le maximum de choses pour que la clé ne puisse pas être connue. Mais, on a des concurrents qui permettent quand même de donner en fait, un peu de
un peu d'intéressance qui rendent le jeu intéressant, ce sont les black hats. Donc, il y a des hackers qui vont tout faire pour avoir un moyen pour retrouver la clé secrète sans pour autant passer par, en fait, l'avoir de manière conventionnelle, on va dire. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir une clé qui soit toujours accessible. Mais, vous allez voir qu'en fait, pour le cryptosystème de César, qu'on vient d'énumérer ici, il y a un moyen quand même pour retrouver chaque fois la clé secrète. Est-ce que c'est OK jusque-là? Oui, c'est bon, vous pouvez continuer. OK. OK. Donc, Tranquille. normalement, il y a ce qu'on appelle le principe de Kirchhoff qui dit que la sécurité d'un cryptosystème ne doit pas reposer sur la sécurité de l'algorithme, mais sur celui des clés utilisées. Aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir savoir que tout le monde sait que vos cartes bancaires, le cryptosystème qui marche sur les cartes bancaires, c'est RSA. Ah, d'accord. Tout le monde le sait. Mais tout le monde ne connaît pas quelle est la clé que vous utilisez pour chaque carte pour pouvoir en fait, chiffrer en fait, les transactions. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Donc, en fait, ce n'est pas le cryptosystème en lui-même qu'on cache, mais c'est plutôt la clé. D'accord? Et encore, ce qui est intéressant dans cette mesure-là, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le cryptosystème de RSA, mais tout le monde sait que, parce que les gens ont testé, autant RSA était avec, si je ne m'abuse, 256, la taille de la clé, on s'est rendu compte que la taille de la clé, elle est de 256. Avec une machine assez puissante, on parvient à craquer ce code-là. On a augmenté 512, ça devient toujours craquable. On a augmenté 1024, ça devient toujours, craquable avec des machines surpuissantes quand même, avec des technologies pour élaguer les types de clés. Et 2048, là, on est OK. Bon, franchement, pour pouvoir attaquer ça, il faut avoir une machine, comment on appelle ça, qui utilise les photons encore. Une machine, ça va venir. Il y a optique qui me bloque, je n'arrive pas à dire. Quantique, merci beaucoup. Une machine quantique. Donc, il faut une machine quantique pour pouvoir en fait, craquer en fait, RSA 2048. Et encore, les avancées, en fait, on dit tel qu'en fait, il y a sur certaines clés, le choix des clés, c'est tellement important que si on fait un mauvais choix sur les clés, il y a des craquer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en fait, au niveau de RSA, on a mis en fait, des surcouches sur le choix des noms premiers de départ qu'on doit avoir pour pouvoir générer en fait, une clé secrète. Donc, une question. Madiba Niang. Quels sont les avantages et les inconvénients du chiffrement de César en termes de sécurité? OK. Alors, ce qu'elle a posé comme question, c'est en fait, c'est une partie de la cryptographie. On appelle ça la cryptanalyse. La cryptanalyse, c'est le fait d'étudier, en fait, c'est un peu dommage quand même, parce que je ne pourrais pas tout faire. Est-ce que je pourrais... Je ne sais pas pourquoi il me sort ça, CryptoPython. Bon, je laisse tomber, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce qu'elle a demandé comme question, on a la cryptanalyse qui nous permet de répondre à cette question-là. La cryptanalyse, c'est quoi? L'objectif de la cryptanalyse, c'est de regarder un cryptosystème. Et on va retourner à notre RSA, à notre bon vieux fait César du moins, parce qu'elle a posé la question par rapport à César. On va essayer de regarder le cryptosystème de César. On va dire, mais attends, quand je fais le décalage là, quels sont le nombre de clés que je peux utiliser pour RSA, pour le César? Vous allez vous rendre compte que si je fais un décalage de 26, donc, alors, pour A, je suis AA.
Ok, c'est bon. Je décale de 1, je suis à B. Je décale de 2, je suis à C. Mais je décale de 25, je suis à Z. Quand je décale de 26, je reviens à A. Quand je décale de 27, je reviens à B. Ça veut dire qu'en fait, je refais le tour. Ça, c'est un inconvénient. Donc, sur le décalage-là, décaler de 1 revient à décaler de 26. Décaler de 2 revient à décaler de 27, ainsi de suite. Donc, tous les décalages qu'on va faire, c'est entre 0 et 25. Ça, c'est un premier inconvénient. Alors, l'inconvénient qui en découle, c'est quoi? C'est qu'une personne qui va essayer tous les décalages là, il n'y en a que 26, hein. Il va essayer les 26 décalages là, va tomber forcément sur le bon truc. Et ce qui m'amène un peu, bon, donc il y a ISO 7 que je vous propose de suivre, hein. C'est un excellent cours qui est donné aussi là-bas au niveau pour, comment ça s'appelle, moi. Mais LSA quand même, c'est trop fort. On va essayer autre chose. Je m'excuse, hein. C'est bizarre, j'avais un truc sur LSA que j'avais. Je m'excuse, crypto. Voilà, LSA. César. Alors, c'est le même principe qu'on a expliqué tout à l'heure avec Jules César. On a un décalage sur les chiffres. Donc, A devient D, B devient E, C devient F. Ici, on a dans un premier temps un message de César qui est bizarre. Pourquoi? Parce que le message là, il a tout simplement été chiffré. Comment il faisait? Ils avaient deux règles. A devient D, E devient E, ainsi de suite, parce qu'on a fait un décalage de 3. Alors, pour ne pas avoir en fait, des problèmes avec les règles là, on a élargi pour avoir deux cercles. Et ces deux cercles-là nous ont permis de savoir qu'en fait, si on fait un tour, ça veut dire qu'on a fait un décalage de 1, 2, un décalage de 1, ainsi de suite. Mais si on fait un décalage de 26, on va faire un tour et on revient à A. Donc, décalage de 26, ça devient un décalage de 0. Et ainsi de suite. D'accord? C'est ça qu'on appelle en fait un décalage par circuit. Et si on chiffre, on va du rouge vers le vert. Si on déchiffre, on va du vert vers le rouge. Donc, ici, notre D, en l'occurrence, il correspond à, si vous voyez bien, D correspond à A. N'est-ce pas? O correspond à P, O correspond à L. N'est-ce pas? H correspond à E. Et enfin, D correspond à A. Donc, en fait, l'élément qui était vert là, on va avoir aléa jacta S, qui est le chiffrement. Alors, je ne vais pas revenir sur les fonctions qui nous permettent de transformer les lettres en chiffres. On va en utilisation aussi de la congruence. J'avais dit que en fait, ça fait partie des bips sur lesquels on devait avoir en fait des trucs. L'objectif, c'est de ne pas faire peur aux certains qui vont se dire que ce sont des maths. Bien vrai qu'on ne peut pas faire des cryptos sans maths. Alors ici, il apparaît bien que par exemple, quand on fait un décalage, on additionne un chiffre à K. Quand on fait un décalage de la droite vers la gauche, on le retranche. C'est pour ça qu'on a une clé. C'est la même clé qu'on utilise pour chiffrer et déchiffrer, c'est le même cas. C'est pour ça qu'on a une... Alors, à chaque fois qu'on chiffre et on déchiffre, on va tomber sur le même élément. Donc, c'est un principe fondamental. Et là, on peut voir un peu comment marche le principe du système, le cryptosystème de César. On a deux entités, Alice et Bob, qui vont essayer de communiquer. Alors, déjà, il faut qu'ils soient d'accord sur la clé qu'ils vont utiliser pour communiquer. C'est la clé qui doit être secrète. Alors, Alice va envoyer coucou à Bruno. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord transformer les C, O, U en chiffres d'abord. Donc, C, A, c'est 0, B, c'est 1, C, c'est 2, C, c'est 2, O, c'est 14, U, c'est 20. On a 2, 14, 20, 2, 14, 20. Ensuite, Alice va essayer de transformer cet élément-là encore en chiffre, mais chiffré, on va dire. On va ajouter à chaque élément 11, c'est-à-dire la clé, parce qu'on décale. Et on va ajouter cet élément-là en faisant une congruence modulo 26. On a dit que si on fait un décalage de
De 26, ça revient à faire un décalage de 0. De 26, ça revient à faire un décalage de 1, ainsi de suite. Donc, du coup, on va faire une addition modulaire. X plus 11 modulo 26. Alors, 2 plus 11, ça fait 13. Modulo 26, ça fait 13. N'oubliez pas, le modulo, c'est prendre le reste de la division euclidienne de l'élément par 1. Alors, 14 plus 11, ça fait 25. Modulo 26, ça fait 25. Et 20 plus 11, ça fait 31. 31 modulo 26. Quand je divise 31 par 26, le quotient c'est 1 et le reste c'est 5. Donc, je prends le reste de la division euclidienne qui est 5. Donc, les éléments que j'avais, j'ai 13, 25, 5, 13, 25, 5, au lieu de 2, 14, 20, 2, 14, 20. Je n'ai pas fini. 13, 25, 5, je vais transformer ça en lettres et j'ai NZF, NZF. Le message de départ, c'était coucou. Les messages dans le canal de communication, c'est NZF, NZF. Et maintenant, quand Bruno reçoit NZF, NZF, il va faire le même travail. Et voici un schéma qui résume assez bien cette transformation-là. On a Alice qui est passé de coucou, qui a transformé les éléments en chiffres, qui a ajouté une fonction de chiffrement à ces éléments-là et qui a transformé les chiffres-là en lettres. C'est NZF, NZF qui va être lancé au niveau du canal de communication. Quand Bruno reçoit cet élément-là, il fait l'opération inverse. Il transforme les éléments en lettres, il leur applique la fonction de déchiffrement et il transforme les chiffres-là en lettres et on en coucou. Est-ce que ça est quoi jusque-là, les gars? Est-ce que c'est OK jusque-là? Moustapha Ndiaye. OK, Moustapha. Good job. Daniel, j'ai oublié. Daniel, est-ce que tu es en train d'enregistrer? Oui, l'enregistrement est en cours. OK, cool alors. OK. Maintenant, ça nous donne encore l'occasion de pouvoir répondre à la question qu'on nous a posée tout à l'heure. Quels sont les avantages et les inconvénients, par exemple, du système de cryptographie de César? J'ai posé la question, combien existe-t-il de chiffrements possibles par la méthode de César? Il y en a combien? Il y en a 26. Tout simplement, décalé de 0, c'est décalé de 26. Décalé de 27, c'est décalé de 1. Décalé de 28, c'est décalé de 2, ainsi de suite. Vous vous rappelez un peu avec les deux cercles-là? Si je décale de 1, je fais un clic. Je bouge le cercle d'un clic. Si je décale de 2, 2 clics. Si je décale de 26, A va retomber sur A. Donc, du coup, ce n'est pas la peine de faire plusieurs tours. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Hop. OK. Oui, on dirait qu'on a une question. OK. Je voulais savoir s'il existe que César pour faire la cryptographie. Ben non, et heureusement. Il y a énormément d'algorithmes de chiffrement qui existent. Il y en a même qui existent, mais qu'on ne connaît pas. En fait, les Russes, ils utilisent en général les algorithmes de chiffrement qui sont carrément secrets. Donc, ils ne sont même pas connus. Donc, du coup, heureusement pour nous. Alors, K appartient à Z sur 26Z. Donc, ça, c'est juste un ensemble dont les représentants sont les restes des divisions euclidiennes par 26, tout simplement. Donc, ce représentant-là, c'est 0 et 25, 0 jusqu'à 25. Alors, toute personne qui va faire un décalage de 29, c'est la même chose que le décalage de 3. D'accord? Donc, le clé, c'est la clé de sécurité. K, c'est l'espace des clés, c'est ça. Et en fait, ici, on a une sécurité faible. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut l'implémenter très rapidement avec un langage que j'adore, qui est le langage Python. Donc, je pense que je vais passer un peu à un code que je vais peut-être vous... Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais... le moment préférence. On va essayer d'augmenter un peu la taille des éléments là. Parce que moi, je vois très mal. Tac, apply. OK. Voilà. Alors, dans un premier temps, regardez, 2 fonctions, 2 lignes. C'est super. En Python, on fait def pour définir le nom de la fonction. Ensuite, on met le nom de la fonction. On met les arguments. On met 2 points pour aller à la ligne et on met return. Qu'est-ce qu'on veut avoir chaque fois? C'est x plus k modulo 26.
N'est-ce pas? C'est ça qu'on va me donner au niveau de la fonction. X, c'est le chiffre qui représente la lettre. K, c'est la clé de chiffrement. Et 26, ben, on n'a que 26 possibilités. C'est la même chose qu'on va faire pour chiffrer en haut. Là, c'est déchiffrer. On ajoute K pour chiffrer, on retranche K pour déchiffrer. Et on a nos deux fonctions de chiffrement et de déchiffrement qui sont là définies. C'est pas super, ça? Alors, on ne s'en arrête pas là. On va prendre un mot ou bien une phrase ou bien un texte, c'est vous qui voyez, et on va créer ce qu'on appelle une liste vide. Alors, je fais du nice. Alors, on prend une liste vide, et dans cette liste-là, on va dire, à chaque fois qu'on tombe sur l'espace ou bien un point, on le laisse tel quel. C'est pour ça qu'on utilise la fonction append qui va ajouter ça au niveau de cette liste-là. Ensuite, ça veut dire qu'on n'est pas sur un espace, on n'est pas sur un point. Chaque fois qu'on a un nombre, on va utiliser la fonction ordre. La fonction ordre, elle va prendre une lettre et elle va donner le code ASCII de cette lettre-là. Le code ASCII de A majuscule, c'est 65. Quand je fais 65 moins 65, je vais avoir 0. Le code ASCII de B majuscule, c'est 66. Quand je fais 66 moins 65, je vais avoir 1. Ce qui permet d'avoir A majuscule va correspondre à 0, B majuscule va correspondre à 1, jusqu'à Z majuscule qui va correspondre à 25. J'ai transformé. Autre chose, chaque fois que j'ai n'oubliez pas, en fait, quand on a fait tout à l'heure là, il est où encore? Ici, on a transformé l'élément là en lettre. On a les lettres rouges, c'est NB. Quand on a appliqué la fonction de chiffrement, on a la lettre vert, c'est NB chiffre, comme on voit là. Donc, NB crypt, du moins, c'est le nombre qui a été chiffré avec la clé de chiffrement. Maintenant, quand ce nombre-là a été chiffré, c'est pas fini la transformation. On va transformer les chiffres-là les chiffres-là en lettres. Et on va utiliser la fonction CHR. CHR qui va utiliser le code ASCII d'un nombre et qui va tout simplement ajouter 35 ici. Et on va retrouver la lettre. Une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, alors regardez un peu. On a une flèche, deux flèches, trois flèches. Super, parce qu'en fait, au niveau de mes lignes-là, j'ai une flèche, la transformation des lettres en chiffres. Deux flèches, la transformation, l'application du fonction de chiffrement. Et trois flèches, la transformation du chiffre en lettres. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ça à ma liste vide là. Chaque fois que, parce qu'on a dit qu'on a un chiffrement mono-alphabétique. Chaque fois que je prends une lettre, j'ai fini de le chiffrer, je l'ajoute. Et je passe à la lettre suivante. Cette fonction-là, ça me permet tout simplement de coller les différents éléments que l'on a et enfin de l'afficher. Et ça me permet, on peut faire un petit démo. Si vous me truc. Entrer un message à chiffrer, je ne me casse pas la tête, je mets coucou. Entrer la clé de chiffrement, je mets 11. Alors, le texte clair, c'est coucou. Le texte chiffré, c'est NZF. D'accord? Entrer le texte à déchiffrer, je mets NZF. La clé de chiffrement, je mets 11. Et normalement, on retombe sur coucou. Alors, jusque-là, c'est encore bien. On a parlé des avantages du truc. Maintenant, là, la sécurité, elle est faible. Pourquoi? On va maintenant essayer de craquer. On a dit qu'en fait, il y a 26 possibilités. Ça veut dire que la personne qui va essayer toutes les clés, de 0 jusqu'à 26, forcément va tomber sur le bon truc. Donc, on va prendre un message chiffré, NZF. Bon, celui-là, il est trop truc. On va essayer de prendre le message long de César là. C'était quoi encore? M'excusez. Ok, DOHD, MDFWD, HVW. On va voir si on DOHD, MVDW. Je ne sais même pas si je suis dans le truc. MDFWD. Et ensuite, on a HV. Est-ce qu'on suit les dates? HVM. Hein? Et maintenant, on va essayer de lancer, en fait, je ne connais pas la clé. On va essayer toutes les clés. C'est HVW, hein? HVW, oui. Ah, j'ai mis HVM.
D'accord, mais c'est pas grave. HVM. Et vous allez voir, en fait, on va à chaque fois afficher la clé qu'on a utilisée et le message. Il y a un seul message qui est intelligible, c'est aléa jacta S. D'accord? On a la clé qui est 3 et on a le message tout simplement. D'accord? Donc ici, je peux vous partager peut-être le code là. Il est où le code d'abord? OK. Et bon, pour ceux qui posaient en fait des questions là, voici, on a vu les avantages et les inconvénients du cryptosystème de César. Je vous envoie le code. Alors, malheur pour ceux qui ne font pas du chiffrement avec Python parce que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Donc ici, quand même, on a le code qui nous permet de chiffrer, de déchiffrer et surtout d'attaquer. Parce qu'une des parties de la cryptographie, c'est la cryptanalyse. C'est ça qui nous permet quand même de mettre à défaut en fait, un système cryptographique. D'accord? Donc, on a étudié RSA. Pourquoi je dis RSA tout le temps? Donc, n'oubliez pas, et ça, c'est ce qui nous renvoie à ce qu'on disait, en fait, le principe de Kirchhoff. Ce n'est pas le cryptosystème qui doit être c'est pas le système qui doit être secret, mais c'est la clé qui doit être secret. Donc, sur les algorithmes secrets, donc chaque expéditeur destinataire doit avoir sa propre clé. Il doit créer son propre algorithme et s'assurer que son algo est costaud. Donc, un petit nombre. Bon, en fait, ça sont des bonnes pratiques, mais franchement, c'est carrément difficile de les mettre en place. D'accord? Donc, chaque fois qu'on a un algorithme secret, donc en général en version embarquée plutôt qu'en version logicielle, et la cryptanalyse doit inclure en fait la récupération de l'algorithme. Donc, la cryptographie embarquée, c'est la plus utilisée en technologie militaire. Donc, tout ce qui est les systèmes d'exploitation au niveau des, par exemple, des chars de combat, des hélicos, même au niveau de la transmission, c'est embarqué. Hein. Donc, pour les algorithmes secrets, c'était ça. Pour les algorithmes publiés, alors c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, on démocratise l'accès de l'algorithme pour que tout le monde puisse dispenser et créer une version ou bien attaquer. Cela permet de voir en fait les failles et de pouvoir quand même apporter des modifications sur ces algorithmes-là. D'accord. Donc, un peu. Donc, quand on a un système de chiffrement, vous allez voir quand même, en fait, il y a des notations qu'on utilise. Bon, ça, c'est pas forcément. Donc, en général, quand on a P, c'est l'ensemble des textes clairs. Donc, C, c'est l'ensemble des textes chiffrés. Donc, K, en général, c'est l'ensemble, c'est l'espace des clés. Donc, GenK, c'est l'algorithme de génération des clés le plus souvent parce qu'en fait, vous allez voir sur RSA, il y a un algorithme qui prépare les clés d'abord avant de les envoyer. CK, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la fonction de chiffrement. DK, la fonction de déchiffrement. DROK, c'est la fonction chiffrement, fonction de déchiffrement dépendant de la clé K. Donc, un peu ça, c'est de manière un peu plus théorique quand même les de notation qu'on peut avoir. On dirait qu'il y a une question. Ou bien il n'y en a pas. OK. Donc, cryptosystème symétrique, c'est pas la peine de définir parce que c'est ça qu'on vient de monter avec César. On chiffre avec une même clé, on déchiffre avec une même clé, tout simplement. OK. Alors, on a plusieurs types. Bon, là, j'ai donné plusieurs types d'algorithmes que vous pouvez expérimenter. Par exemple, les algorithmes de chiffrement affine. Donc, on sélectionne, par exemple, A comprimé avec 26 et B inférieur ou égal à 26, puis on calcule A à la puissance point, modulo 26. Bon, ce sont des algorithmes que vous pouvez essayer d'implémenter hein, pas à pas, un à un. Ça peut être un bon exercice. Alors, ensuite, il y a enfin, des algorithmes un peu plus peut-être connus. Par exemple, l'algorithme de comment ça s'appelle encore? L'algorithme de chiffrement de Hill.
Et là, on donne carrément l'algorithme. Donc là, ce sont des exercices en général que je donne pour pouvoir un peu expliquer avec des étudiants comment il faut tout. Bon, mais en fait, peut-être on peut expliquer un peu. Quand on prend par exemple ici M égale 3 et K, c'est une matrice tout simplement. On prend le déterminant de quoi? De K, qui est comprimé avec 26, et K doit être inversible. Je ne sais pas si vous voyez un peu ici, la fonction de chiffrement de M, c'est M multiplié par K. Tout simplement. C'est ça qui est la fonction de chiffrement. On parle de copremier. Hein. Est-ce qu'on aura le temps de parler de tous ces algorithmes? Je ne pense pas. Donc ça, j'aime bien faire ça avec RSA quand même. Mais on va essayer de passer un peu parce qu'on n'aura pas... Est-ce qu'on pourra faire grand-chose? Oui, donc, monsieur. Oui, oui, allez-y. Peut-être on pourra pas avoir le temps pour faire. Peut-être après, vous nous transférez le support et nous allons partager avec l'ensemble des étudiants avec le support. Ouais. Maintenant, je pense que si on peut prendre des questions et... oui, on peut faire un stop, prendre des questions aussi. Hein. Parce qu'on a déjà fait à peu près 1h30, qui est presque le maximum. Ah, c'est le maximum? Non, pas le maximum, mais la durée, en fait, c'est entre 1h30 pour composer. OK. Maintenant, je pense que vous pouvez toucher un peu le RSA et le SSR qui était demandé au début. Et après, on peut prendre des questions. Et voilà, les autres, on peut être sous forme de support. Bon, on peut prendre les questions d'abord. On prend les questions, après on va dans ça. J'écoute un peu les questions d'abord. Daniel, si possible. D'accord, donc, chers participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser les questions. Donc, il y a Roque Salfal qui demande, levez vos mains si vous avez des questions aussi et prendre la parole. Il y a Roque Salfa qui demande, s'il vous plaît, n'oubliez pas de parler des fonctions de génération des nombres aléatoires, de même que le chiffrement par bloc. OK. C'est qui est-ce qui a demandé ces questions-là? C'est Rokechu Salfal. Vous pouvez prendre la parole, Fal. OK, vas-y directement. OK, j'ai l'impression que tu veux quelque chose en particulier. Pose ta question, OK. Bonsoir. Oui, bonsoir. On l'avait fait en classe, mais je ne l'avais pas compris. Je suis allée sur YouTube, mais je n'ai toujours pas compris. En fait, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a un chapitre carrément pour la génération de nombres aléatoires. D'accord? Et donc, je ne sais pas si c'était sur un chapitre sur les registres à décalage, c'est ça? Non, c'était à propos des chiffrements symétriques. OK, d'accord. Alors, donc, c'est pas ça. Mais en fait, il y a un chapitre pour la génération des clés. On va essayer de toucher un peu à... Alors, malheureusement... Je n'étais pas là-bas quand on le faisait, mais je suis allée sur Open Classroom. Pour regarder. C'est pas bien développé là-bas. Hein? Sur Open Classroom, c'est pas bien développé. Oui, c'est pas bien développé. Bon, on va essayer de faire quelque chose. J'espère que ça va pas être un peu plus compliqué. Alors, j'ai implémenté RSA, mais c'est pas l'implémentation que je cherche. En fait, ici aussi, non, là aussi, c'est compliqué. Parce que au niveau du truc, on va y aller, hein. On va y aller. Il y a un chemin pour RSA.
Donc, principe de Kirchhoff, j'en ai parlé tout à l'heure, là, avec le résumé. On peut peut-être parler un peu des... Bon, chiffrement à clé publique, clé privée, on va essayer d'aller plus vite sur ça. Je propose de faire ça. On va aller vers RSA directement. Bon, parce que quoi qu'on puisse dire, quand même, on a parlé un peu de ce qu'on appelle, en fait, l'algorithme de Clit. Non, je pense que je peux passer sur ça. Si j'ai le schéma RSA, c'est bon. Et on va essayer de passer sur ça directement. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, c'est bon. Alors, déjà, pour la génération de nombres premiers, il y a en fait des fonctions qui peuvent le faire. Mais Mistral, je vous propose de regarder ce qu'on appelle les registres à décalage. Alors, les registres à décalage, ce sont des mécanismes qu'on a utilisés d'abord en mécanique pour un tirage aléatoire de boules. Mais en fait, on l'utilise en fait aussi en informatique avec des fonctions pour générer en fait aléatoirement des bulles. Ici, l'aléa, il n'est pas absolu. Hein? Donc, forcément, ça obéit à une certaine loi de probabilité. Parfois même, c'est beaucoup plus brouillon que ça. D'accord? Alors, on a vu un système symétrique avec César. On va avoir maintenant un système asymétrique dans lequel on va chiffrer avec une clé, mais on va déchiffrer avec une autre clé. D'accord? OK. Alors, déjà, il nous faut avoir des nombres qui sont dits premiers. Ensuite, il nous faut créer, grâce à ce premier-là, en fait, d'autres nombres premiers avec la multiplication. Et enfin, on va toujours utiliser l'environnement modulé. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a des éléments là, on va utiliser le reste de la division euclidienne, division modulaire pour avoir les restes. Alors, on va déchiffrer grâce au petit théorème de Fermat. Je ne vais pas revenir sur le petit théorème de Fermat. Je vais juste vous dire à quoi ça sert pour aller plus vite. N'oubliez pas, on a à chaque fois deux entités qui veulent communiquer. Il y a Alice qui va envoyer un message à Bob via un canal de communication. Maintenant, Alice doit préparer en fait des clés publiques et privées pour ce cas-là, et Bob doit utiliser la clé publique d'Alice pour crypter en fait son message. Je m'explique. De manière très simple, on va aller vers le schéma directement. Si j'arrive à l'avoir. Oh, c'est bizarre ici. J'ai besoin du schéma de RSA pour pouvoir parler de cadenas et de clés. C'est bizarre. Il me faut ce schéma-là. Sinon, ça va être un peu trop... Voilà, c'est ça que je cherche. Alors, regardez bien ici. On a Alice qui va créer deux clés. C'est pour ça que vous les voyez ici. On a une clé publique et on a une clé privée. Alice va donner la clé publique à toute personne qui veut parler avec elle et elle va se garder la clé privée. Toute personne qui veut communiquer avec Alice va utiliser sa clé publique pour chiffrer le message qu'il doit lui envoyer. Et seule Alice, avec sa clé privée, pourra déchiffrer ce message. Je me suis. La clé publique, c'est un cadenas. La clé privée, c'est une clé. Le canal de communication, c'est une malle dans laquelle on met en fait, le message. Le message, c'est la lettre. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde jusque-là? Il faut que tout le monde me suive. Hein? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Allô, allô? Donc, les gars, concentration max. OK? Voilà. OK. Alors, Alice va donc générer en fait, une clé publique et une clé privée.
La clé publique, c'est un cadenas. La clé privée, c'est une clé. Le canal de communication, c'est une boîte. Voilà. Bob veut, en fait, Bruno veut envoyer un message à Alice. Il va prendre la cadenas. En fait, tout le monde a le cadenas de Alice, mais Alice seulement a la clé qui ouvre ce cadenas-là. Bruno va mettre sa lettre dans la boîte, c'est-à-dire dans le canal de communication, et va fermer avec le cadenas de Alice. Bruno, même lui, quand il a fermé avec le cadenas, il ne peut plus réouvrir parce qu'il n'a pas la clé privée. Et Bruno va envoyer à Alice. Seule Alice a la clé privée, donc seule Alice peut ouvrir cette boîte et voir ce qu'il y a dans le message de Bruno. D'accord? Et Alice lui-même, elle n'utilise pas le cadenas parce qu'en fait, le cadenas, il est avec tout le monde. S'il utilise le cadenas pour mettre un message et envoyer à une personne, cette personne ne pourra rien faire parce que cette personne n'a pas la clé. Voici le principe d'un chiffrement asymétrique. Donc, clé publique, cadenas, clé privée, clé, et canal de communication, faites boîte. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Est-ce que c'est OK jusque-là, les gars? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon. Maintenant, comment ça se passe en réalité? C'est ça qu'on va essayer de voir avec le cryptosystème de RSA. OK? Il est où mon César là? Et on va essayer de faire les étapes. Il y a une première étape. La première étape, c'est quand même la génération des clés. On avait dit que Alice va préparer la clé publique et la clé privée, n'est-ce pas? Alors, choisir deux nombres. On va choisir deux nombres premiers. Ici, les deux nombres premiers doivent être très grands. Dans les règles générales, en fait, elle doit atteindre une taille de 2048 bits. N et PX. On a deux nombres. Et on va calculer le produit de N et N qui est égal à P fois Q. Ensuite, on va calculer phi de N qui est égal à P-1 par Q-1. On a, à partir de P et Q, on a construit N qui est le produit. On a construit phi de N qui est le produit de P-1, Q-1. Un exemple 5. Si P égale 5, Q égale 17, N égale 85 et phi égale 64. Deuxième chose, on a choisi P et Q, on a calculé N et on a calculé phi de N. Choix de l'exposant du calcul de l'inverse. On va choisir un élément E qui soit premier avec phi de N. Premier, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont aucun diviseur commun à part 1. Le plus grand commun diviseur, c'est 1. Alors, et on va construire l'inverse de E par D grâce à phi de N. C'est-à-dire quand on divise E par phi de N, pour avoir un reste de 1, en fait, le quotient, ça va être D, tout simplement. Et on donne un exemple. Si E égale 5, n'oubliez pas, c'était 64. 64, c'est pair, 5, c'est impair, ça veut dire que le truc, c'est 1. Donc ici, le D, ça va être 13. Et il y a des calculs que je me permets d'avoir ça directement. On a choisi P et Q, on a calculé N. On a choisi P et Q, on a calculé phi de N qui est égal à P-1, Q-1. Après avoir eu phi de N, on a choisi aléatoirement, avec des conditions bien sûr sur le E, tel que le E soit premier avec phi de N. Et grâce à ce E-là, on a calculé D qui est l'inverse de E, modulo phi de N. Et maintenant, on a fini la phase de génération des clés. Alice a constitué deux clés, N et E. N, c'est égal à P fois Q. E, c'est l'inverse de D, modulo phi de N. Phi de N, c'est égal à P-1, Q-1. Et Alice a créé une clé privée qui est ici D, qui a été générée aussi grâce à la connaissance de E. Alice va envoyer N et E à toute personne qui veut communiquer avec elle. Donc, Bruno va recevoir N et E. Donc, chaque fois, le message doit être plus petit que la longueur de la clé ici, qui est en l'occurrence N. Donc, N égale 10. Donc, Bruno récupère les clés privées N et E. Et chaque fois qu'on a un message, voici comment est chiffré le message. C'est M à la puissance E modulo N. Tout simplement, un seul calcul. Elle va transmettre X à Alice. Alice, quand elle reçoit ça, bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est un exemple. Alice, quand elle reçoit X à la X, il va appliquer la méthode avec D. Donc, on va faire M égale X modulo X à la puissance D modulo N. Et enfin, on va retomber sur le même message. X égale 40, D égale 13,
n égale Q. Donc, je reviens ici avec M. M était égal à 10. Quand on a fait N égale 85, E égale 5, le message, donc, c'est 40. Et quand on déchiffre ici, vous allez voir qu'en fait, on est passé de 40 et on va revenir à 10, qui est le message clair. Pour résumer tout ce que je viens de dire là, voici ce que l'on a. Alice a généré N et E. En choisissant P et Q, elle a généré M qui est égal à P fois Q. En choisissant Fidèle égale P-1, Q-1, elle a choisi un E qui est premier avec Fidèle. Et elle s'est gardé le D là. Ce qui se passe, c'est qu'on a un M qui entre, tout simplement. On a un M qui est chiffré avec N et E. Et ensuite, qui passe par le canal de communication. S'il est reçu par Alice, il va être déchiffré grâce à D, avec X à la puissance D modulo N, et on va avoir le message clair. La clé publique, c'est NE, et la clé privée, c'est D. On chiffre avec NE, on déchiffre avec D. Voici, bon, moi, le schéma que je cherchais, c'était ça. Hein. Voici le schéma qui illustre très facilement, en fait, le chiffrement de César. Alors, si vous étiez un peu plus courageux avec bon, là, ce sont les preuves après, hein, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin. Mais l'implémentation de RSA, qui se trouve au niveau de vos cartes bancaires, elle est là avec Python. La seule chose qui manque ici, c'est l'algorithme d'Euclide, je pense. D'accord? Parce que là, on a Euclide qui est au niveau d'un deuxième chemin. Alors, normalement, moi, j'ai implémenté ça, je l'ai appelé RSA, si je ne m'abuse. RSA. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, je vous transmets le code et après, vous m'en direz les nouvelles. Donc, bon, grosso modo, c'est ça que je pouvais dire sur les chiffrements à clé. Comment dire, à clé symétrique. Bon, je voulais quand même parler, en fait, des bribes primitives de la sécurité. Il y a des questions? On peut y aller, hein, s'il y a des questions. On peut y aller s'il y a des questions? Alors, il y en a qui sont en train de dormir. S'il y a des questions, vous pouvez les poser directement. Ah, vous êtes là, c'est sûr? On dirait pas. On dirait pas. Bon, en fait, bon, je suis d'accord sur une chose. Hein, le sujet, il est vraiment très large. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, il commence à faire tard aussi. Il est 23h, presque 23h30. On a, mine de rien, 21h, on a fait 21h30, 22h30, 23h. On a fait presque 2 heures. Hein. On a fait presque 2 heures. Donc, Daniel, moi, j'aurais vraiment aimé peut-être faire une deuxième séance avec des implémentations, si cela vous dit. Et parler un peu des modèles, des types d'attaques, par exemple. On a surtout des exemples, quoi. Ça devient un peu plus intéressant quand je donne des exemples sur les attaques et les contre-mesures. Oui, Daniel, il est en déplacement. Mais je pense bien que ça soit possible. Hein. Parce que, comme vous venez de le dire, la cryptographie, c'est un domaine qui est vraiment large. Oui. Même si on restait là jusqu'au petit matin aussi, on ne va pas faire le tour du sujet. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et, bon, parce que, en fait, franchement, si je vous dis une chose, hein, le séminaire que je donne là, c'est le même séminaire que je donne à la gendarmerie. Donc, juste pour vous dire, parce que, franchement, en fait, moi, l'initiative là, elle me plaît vraiment beaucoup. En fait, le seul problème que l'on a, bon, Cher, il peut témoigner, hein, c'est que nous, on n'a pas assez de temps. Mais en fait, on aimerait vraiment, chaque fois, quand même, aller encourager ces initiatives-là. C'est vraiment bien.
on peut être fier en fait de ça, quoi, franchement. Alors, les gars, donc, je vois des applaudissements. Bah, merci, je vous applaudis, moi aussi. En tout cas, nous vous remercions, monsieur Gay, pour votre exposé qui était vraiment enrichissant, voilà, et plein d'apprentissage. Et aussi, nous présentons aussi toutes nos félicitations à tous les participants pour leur engagement. Voilà. Donc, ce webinaire, on dirait que ça a été un grand succès grâce à vous. Et j'espère qu'il a été utile à l'ensemble des étudiants qui sont présents. Mais il y a un round 2, hein, c'est pas fini. Hein? Oui. Moi, c'est pas fini. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Mais si les étudiants ne demandent pas la suite, ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Vous voulez une suite? Oui ou non? Bien sûr que oui. Ah ben, ils ne veulent pas. Personne ne répond. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas. Ok. Donc, programmez-moi un autre samedi. Eh, les gars, cette fois-ci, ne faites pas 21h30. D'accord. Maintenant, après... pardon? Est-ce qu'on peut avoir le support du cours, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va pas? Est-ce qu'on peut avoir le support du cours de la cryptographie? Vous allez avoir ça, Inch'Allah. Je vais vous transmettre. Et je suggère ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent activer le micro. C'est plus cool, quoi. Okay. Bon, je vois Cher qui lève la main. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité, M. Gay. C'est un plaisir. Et on verra s'il y a la possibilité d'organiser une autre session pour les étudiants. Et également, merci beaucoup à l'ensemble des étudiants qui ont répondu présent. Et nous ferons de telle sorte que cette fois-ci, nous allons organiser un autre webinaire, mais pas à 21h30, vu que c'est un peu tard. Peut-être si c'était la période du Ramadan, ce serait bon. C'est quoi, mais étant donné que, bon, c'est pas du tout une heure. Un samedi, quoi. Un samedi. Voilà. Ah, cher, un samedi. Oui, on va essayer de changer l'heure, de discuter après avec Daniel. On va voir. Et également votre disponibilité, parce que je sais que vous n'êtes pas vraiment... Voilà. Non, samedi, franchement, samedi, je ne vais pas dire de bêtises parce que je sais que j'ai... Samedi, 17h, franchement, c'est bon. C'est bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va après le faire et faire la suite de ce webinaire. Merci beaucoup. Okay. Et vraiment encore un grand merci à Cher pour avoir surveillé M. Gay. Sinon, j'allais dire des bêtises. M. Gay? Vraiment, oui. Non, l'autre, M. Cher Gay. C'est la démo à nous lancer. Bah, répète ça, mon homme. Bon, Moussafa, je pense que l'exposé est très clair. Hein. Tu sais, le prof là, il est trop ambitieux. Hein. Il veut tout dire, hein. Il veut tout parler avec. Voilà, c'est ça le souci, quoi. Mais quand même, l'exposé est très clair. Et puis, effectivement, il y a plein de maths derrière. Hein. Il a shooté beaucoup de choses hein, sur les mathématiques. Ah ouais. Et puis, la base de l'informatique, de la cryptographie, de la cybersécurité, effectivement, c'est les maths. Parce que si vous ratez les maths, effectivement, vous pouvez avoir d'énormes problèmes. Et de même que la base algorithmique également repose sur les concepts des mathématiques, quoi. Logique, ouais. Voilà, donc tout ce qu'on vous enseigne en analyse en première année, la notion de logique, la notion quelques trucs d'analyse là, c'est des choses qui sont utiles dans le processus de votre démarche en cybersécurité, quoi. Carrément. Et puis la cryptographie également, c'est un domaine assez vaste, très vaste. Très, très vaste. Donc, je pense qu'avec le support là, et comme la présentation est enregistrée, donc je pense qu'après, je vais prendre le temps de regarder étape par étape. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à toujours
n'hésitez pas à poser ça à M. Gueye, quoi. Donc, c'est un enseignant très disponible, quoi. Et puis, il est généreux, il pourra toujours vous aider, quoi. Mais non, cherche tout le monde, on suivre, quoi. Non, mais yo, bon, non, cherche tout le monde, on suivre, quoi. Moi, on suivre, quoi. Mais c'est bien quand même, hein. Je suis très content. Non, mais c'est une belle initiative. En fait, Gueye, tu as de bons gosses. Ils en veulent, hein. Et ça, c'est... Bon, vraiment, je les encourage, quoi. Ah oui, c'est bien. Et vous allez voir, tôt ou tard, ça va payer. Ce que vous faites là, tôt ou tard, ça va payer. Parce qu'en ce moment-là, il faut être bon dans ce qu'on sait faire, quoi. Et il faut aller vers le professionnalisme. C'est-à-dire, ce que vous faites là, ce sont des personnes qui veulent en fait des transferts de compétences, parce que là, on a dépassé la notion d'éduquer, de former. Non, vous cherchez à avoir des transferts de compétences. C'est pour ça que vous essayez en fait d'avoir en fait des enseignants ou bien des professionnels qui sont du domaine. Et ça, en fait, c'est une plus-value, quoi. C'est une chose qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, un prof, c'est vrai, il peut être là. Vous avez de la chance d'avoir en fait des enseignants, chercheurs et des professionnels qui viennent. Mais il y en a qui vont jamais, et vous-même vous le savez, il y a des profs, vous n'osez même pas leur demander de faire un webinaire un samedi à 21h. Parce qu'en fait, ça reste un peu. Mais franchement, moi, j'ai aimé, quoi. En fait, vous savez ce qui s'est passé? Je m'étais dit dans ma tête, c'était 18h. J'ai demandé à l'autre là, le président de l'association, il me dit, non, mais monsieur, c'est 21h. Hein. 21h, dans la vie, je vois 21h30. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, mais non, je vais amener les gosses à la plage. Mais si les gosses se connectent à 21h30, ça veut dire vraiment qu'ils en veulent. Et ça, c'est juste super, quoi. Vraiment. Donc, encore merci à vous pour votre engagement. Et surtout, n'arrêtez pas. Hein. Il faut continuer dans cette lancée-là. Il faut vous y mettre. Il faut être curieux. L'informatique, là, ça n'appartient à personne. La connaissance, elle n'appartient à personne. Vous avez les opportunités, vous avez les certificats, vous avez les cours en ligne. Mettez-vous-y. Il est temps. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a l'espoir qui est là avec peut-être... je ne veux pas parler de politique, mais en fait, si la ligne qui a été décrite par le président, elle est vraiment suivie, ça veut dire qu'on a de la chance pour ceux qui font quand même les TIC. Voilà. Donc, il y en a qui disent, Mohamed Ndiaye qui dit, j'aimerais le parcours de M. Gueye. Quel M. Gueye? Cheikh Gueye. Cheikh, me demande ton parcours là. Moustapha, moi je suis un pur produit de Cheikh Anta Diop. Je dis bien un pur produit. J'ai fait tous mes enseignements en fait, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Donc c'est pour ça que en fait, tout ce qui touche à l'UVS, moi en fait, je suis dedans. Et vous savez en fait ce qui est grave, ce qui est bien. Aujourd'hui, j'ai été convoqué par le professeur Mansour Faye. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est lui qui est l'initiateur de l'UVS. Je travaille dans un cabinet avec un de ses collaborateurs et il était en train de parler avec lui au téléphone. Je lui dis, mais moi, je suis un ancien étudiant et je suis auditeur au niveau en fait, d'un cabinet. Et le gars, en fait, quand il a dit à M. Faye, il me dit non, toi, il faut qu'on se rencontre. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Extrêmement. Parce que lui, il m'avait en fait en physique classique à l'université. Et il a été le premier, je vous dis bien, moi, le premier devoir interactif que j'ai fait, c'était en 2006. Et je l'ai fait en première année grâce à M. Mansour Faye. C'est la même personne qui m'a convaincu. Vous voyez un peu? Donc, moi, en fait, j'ai fait un master en maths déjà, maths appliquées. Et je suis tombé amoureux en fait, de la programmation. C'est pour ça, ensuite, je suis allé faire... J'ai fait une licence en maths pure. Hein. Ensuite, je suis allé faire un master en cryptographie. Ensuite, je suis revenu faire appliqué. Mais tout ce que je l'ai fait à l'université. Je n'ai de Dakar. Bon, peut-être j'ai fait des certifications, j'ai voyagé pour faire des certifications, mais tout mon cursus, je l'ai fait au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, je suis à plus de 13 certifications. Il n'y en a que 3
sur lesquels j'ai voyagé pour faire les 3. Mais le reste, territoire. Regarde, dont j'ai besoin pour travailler, c'est d'une machine et de la connexion. Le reste, là, c'est... Donc, tout est possible ici. Et il faut surtout être motivé et être curieux pour réussir dans le domaine des TIC surtout. Moi, ce que je vous dis, c'est n'arrêtez pas, allez-y, cherchez, soyez motivés, soyez engagés. Il faut en vouloir. Donc, explication gratuite, des formations gratuites. Depuis ont des cours qui sont hyper méga intéressants qu'ils proposent. Parfois, la barrière, c'est la langue, mais en fait, le contenu, il est là. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole parce que, en fait, on a fait 2 heures, 2 tours d'horloge quand même. On a brossé un peu certains éléments de la crypto. Donc, je suis prêt à faire une deuxième séance pour continuer un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Gay. Je pense que vous avez répondu vraiment à la question. Et vraiment, nous allons essayer de faire le tout pour suivre vos pas, surtout concernant votre parcours académique. Et il faut faire plus, guys. Il ne faut pas suivre. Il faut faire plus que moi. Vous pouvez faire beaucoup plus que moi. Mais pour le moment, on va essayer de faire comme vous d'abord. Parce que vraiment, vous êtes, disons, voilà, au sommet un peu. Voilà. Maintenant, il y a un camarade qui a une question ici qui demande comment intégrer la gendarmerie de cybersécurité ou la police. Je ne sais pas si vous avez la réponse à la question, sinon on saute. Bon, en fait, il y a des concours qu'ils font, en fait, je pense, chaque année, chaque 2 ans. C'est un concours que tu fais. En fait, il y a différents, par exemple, selon que tu as la licence ou le master, il y a une hiérarchie qu'ils suivent. Hein. Je n'ai pas trop d'informations sur ça, mais en fait, grosso modo, c'est ça. Quoi. En fait, il y a un concours. Donc, j'ai laissé mon numéro en fait, dans le chat pour ceux qui veulent me contacter, surtout sur WhatsApp. Parfois, je peux être difficile à avoir, mais je fais mon maximum pour pouvoir répondre aux questions. D'accord, merci. Yeah, c'est tout. Allez, guys, maintenant, vous pouvez dem Bali, quoi. Oui, je pense que Guys, vous pouvez dem Bali, quoi. On peut lever la séance s'il n'y a pas d'autres questions ou préoccupations. Ouais. Donc, je vous laisse le dernier. Moi aussi, j'aimerais avoir la vidéo, hein, si je peux prendre le transport. Donc, j'envoie le support, en fait, au responsable, là, après il vous transmet. D'accord. Vous pouvez l'envoyer à Chertoun ou bien à Daniel directement. D'accord, c'est bon. Et après, ils vont partager aux camarades. Ok. Et le lien aussi, on va vous le partager quand on aura fait la publication. Donc, je vous laisse le dernier mot pour clôturer et qu'on lève la séance. Ou bien je laisse à M. Gay et l'autre M. Gay. Donc, cher pour clôturer. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup à M. Gay au carré. Aujourd'hui, nous avons 2 gays. Et également remercier l'autre M. Gay Analyse. Vraiment, c'est un gars qui nous aide avec les partenaires. Nous comme vraiment, on vous remercie pour votre disponibilité. On sait que parfois, ce n'est pas facile, mais tout le temps, vous nous aidez et on vous remercie pour ça. Ok, guys, donc vous savez ce qu'on dit en général sur une séance? On lève la séance, sinon la séance va se lever d'elle-même. Exactement. Donc, merci beaucoup. On se dit à la prochaine fois, Inch'Allah, et du courage. Voilà. Merci.